sa question. Bonjour à tous, merci pour vos explications. Moi, je voulais échanger, je pense que tu voulais en faire état. Un problème que nous avons dans la pratique, c'est que nous sommes souvent en retard et on veut assigner parce qu'on a un problème de prescription. Et donc, je vois la pratique dans nombreux tribunaux, sans émettre d'observation critique, mais on met beaucoup de temps à voir cette fameuse date. Donc, en écoutant tes explications, vos explications, est-ce qu'on pourrait envisager d'assigner à une date non validée et éventuellement postérieurement donc modifier cette date quand on a le bon numéro de rôle, etc. Bon bref, en vous écoutant, je me suis posé cette question, puisque est-ce que ça pourrait être une alternative? Parce que je pense que cette assignation avec une date non validée reste quand même interruptive de prescription. Voilà. Alors merci Carolina, parce qu'effectivement c'était un des sujets qu'on voulait absolument aborder au moment des échanges à la question de l'urgence, parce que vous avez soit une prescription, soit une caducité de mesures conservatoires ou d'hypothèque judiciaire provisoire qui arrive. Vous pouvez pas attendre la validation de cette date. Nous, on a eu l'exemple là à Versailles, la personne qui délivre, qui valide au bureau d'ordre civil a été absente, ça faisait 3 jours qu'elle n'était pas là, donc on n'avait plus de validation de date. Voilà, personne ne savait comment faire, etc. Donc effectivement, tu n'as pas d'autre choix de toute façon que d'assigner d'autorité et d'envisager. Alors, dans la grande majorité des cas, la date d'audience sera validée, donc on peut espérer qu'elle le soit. Si elle ne l'est pas, délivrer une assignation sur et au fin, ce qu'on a toujours plus ou moins fait pour régulariser diverses coquilles qu'on peut intégrer dans nos actes, et puis à ce moment-là, tu modifies ta date sous réserve de bien respecter les délais de placement et de bien procéder à l'enrôlement des 2 assignations. À mon avis, je ne vois pas qu'il puisse y avoir une difficulté. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander la lecture, parce que l'assignation sur et au fin, c'est un petit peu quelque chose qu'on fait tous, sans trop savoir d'où ça vient, d'un excellent commentaire à apparaître dans la revue Procédure en janvier 2022, pardon, qui est rédigé par Charles Simon notamment, et Octave Aucher de Droit et Procédure, donc n'hésitez pas à en prendre connaissance, parce que justement, ça évoque en substance, mais aussi dans les grandes largeurs, cette difficulté et comment y paraît. Alors, merci pour cette réponse. Moi, j'ai une question qui me venait. On sait qu'on transmet un projet d'assignation en vue d'obtenir le Graal, c'est-à-dire la date d'audience pour laquelle nous pourrons enfin assigner et peut-être interrompre la prescription qui court dangereusement contre nous. Mais si d'aventure, par je ne sais quelle fantaisie, ou quel événement postérieur à la transmission du projet d'assignation, eh bien, il s'avère que nous avons fait délivrer une assignation différente de celle du projet qui a été soumis pour obtenir cette fameuse date. Que peut-il se passer? Alors, voilà. Du côté des avocats, rien. Bien sûr, ce n'est pas la position de tous, mais vraisemblablement, ce n'est qu'un projet. Donc, à ce stade de projet, ce n'est pas encore un acte de procédure. Donc, matériellement, je ne vois pas ce qui peut t'empêcher d'ajouter ou de retirer telle ou telle demande, de modifier, d'ajouter, etc. Ça, c'est ce que nous, on considère. Malheureusement, on peut voir... alors moi, personnellement, je n'ai pas eu le cas, mais je sais qu'à Paris, notamment, le greffe a pu déjà procéder à des rejets au moment de la mise au rôle, en considérant qu'il y avait des demandes additionnelles, mais surtout la problématique vraisemblable et ce qui leur posait une difficulté, c'était, si tu veux, que ça changeait la distribution de l'affaire auprès du tribunal et du coup d'autorité rejet. Mais ça en soi c'est une grosse difficulté, puisque que fais-tu après Et quel recours possible contre un rejet? Alors c'est un rejet. Alors on sait en appel, on a eu cette jurisprudence qui a été quand même importante, que le message de refus du greffe vaut preuve de dépôt à l'égard de celui qui notifie. Donc ça, très bien, mais c'est ce qu'on s'est dit avec Madame la Présidente Mola dans le cadre de nos échanges et de notre préparation. C'est très bien, mais ça pose beaucoup plus de difficultés au stade de la saisine de la juridiction. Parce que dans le cadre de la procédure d'appel, à ce moment-là du rejet, en général, c'est un rejet ou un refus au moment de la signification. En tout cas, dans le cas déféré à la Cour, c'était un refus au moment de du dépôt des conclusions de l'appelant. Donc l'instance est déjà lancée. Mais là, vous êtes dans un rejet avant que l'assignation ne soit signifiée. Donc je vais laisser la parole
Oui, Madame la Présidente. Ah bah, il veut pas. Parlez dans le micro de votre voisine, peut-être. Ah, c'est de l'autre côté. Oui, bravo. Alors, le greffier, il n'est pas le juge de la recevabilité. Donc, il n'a pas, à mon avis, le droit, on va dire les choses comme ça, de rejeter un projet d'assignation qui serait différent du projet, une assignation qui serait différente du projet. Il y a deux cas de figure. Soit c'est pas la bonne chambre parce qu'il y a plusieurs chambres dans le tribunal. Bon, c'est essentiellement à Paris. Et à ce moment-là, on fait une réorientation par voie d'administration judiciaire, d'ordonnance d'administration judiciaire entre les différentes chambres, celle qui s'occupe des contrats par rapport à celle qui s'occupe de la construction. Et ça ne devrait pas poser de difficultés. Ou alors c'est un problème de compétence. Le projet d'assignation était devant le juge du fond plus de 10 000 euros, puis finalement pour une fois on a baissé les montants de dommages et intérêts et c'est en dessous de 10 000 euros, donc c'est le JCP qui est compétent. Bah, là on est sur le 82-1, mais en tout état de cause c'est au juge de gérer ça et c'est pas au greffier. Mais vous le savez tous, que la première porte, le premier obstacle, c'est pas un obstacle en soi, mais c'est que le greffier accepte de prendre le dossier. On le voit. Là, on le voit sur la prise de date, mais vous le voyez sur des requêtes qui ont pu être déposées alors qu'il n'y avait pas toutes les pièces et le greffier rejette la requête ou la requête n'est pas libellée et il rejette la requête. Le greffier n'est pas le juge de la recevabilité, donc il accepte la requête, il en informe le magistrat et c'est au magistrat de statuer. Et alors, à défaut, à mon avis, il faut aller voir le directeur des services de greffe judiciaire en charge soit de la juridiction, lorsque c'est une petite juridiction, soit de la chambre, lorsque c'est une juridiction plus importante, et lui poser la problématique auprès de lui. Oui. Une précision de la Cour de cassation sur la question. Madame la professeure. Excusez-moi, Madame la professeure. Il faudrait que vous ayez le micro parce que nos auditeurs qui sont en distanciel n'entendent pas les questions si elles ne sont pas posées par l'intermédiaire du micro. Merci. Oui, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de statuer, alors pas dans ce cas de figure, mais dans d'autres cas de figure similaires à propos de ce qu'on peut appeler des irrecevabilités greffes, où effectivement elle a considéré que c'était irrecevable, justement, que le greffier n'est pas un juge, comme vous l'avez dit, et donc ce n'est pas au greffe de rejeter. Merci, Madame le professeur, pour ces précisions. D'autres questions? Oui. Je souhaitais, moi, revenir sur la possibilité de délivrer une assignation sur et au fin. Alors, dans mon souvenir, l'assignation sur et au fin, elle n'a jamais eu pour objet, elle n'a jamais pu régulariser l'irrégularité d'une précédente assignation. En termes d'interruption de prescription, l'assignation sur et au fin, c'est un acte autonome et l'interruption de prescription, elle ne vaudra que pour cette assignation dite sur et au fin. On n'a pas la possibilité procédurale d'agréger un acte qui serait irrégulier avec un acte dont la finalité serait en sorte que de le régulariser. Il me semble d'ailleurs qu'il y avait une jurisprudence de la Cour de cassation sur cette désignation prétorienne de sur et au fin. Donc, j'ai du mal à concevoir, si on se heurte à une difficulté liée à la nécessité d'interrompre la prescription, comment on va pouvoir surmonter cette absence de validation de date. On bricole. Oui, nous bricolons. On bricole, hein. On bricole. C'est pas dans la pureté des principes. On est tous d'accord, mais on bricole pour trouver une solution, parce que sinon, c'est Oui, alors une autre question, encore quelques questions, mais il est 11h, nous devrions avoir fini la pause et avoir repris sur le thème suivant. Donc, je vous invite à la concision. Merci beaucoup. Deux remarques. Donc, Charles Simon, donc, la première chose, j'ai fait l'article qui va sortir en janvier dans Procédure sur l'assignation sur au fin. L'idée, c'est que vous avez une nullité de forme. L'erreur de date, c'est une nullité de forme. Donc, il faut qu'il y ait un grief. Donc, si vous faites une deuxième assignation que vous
l'a placée en même temps que la première, on va constater que c'est la première qui a effectivement interrompu, et on va se poser la question devant le juge, une question pratique, quel est le grief? Et comme vous avez reçu une deuxième assignation qui corrige, on ne vous dira pas de grief. Donc l'idée, on est tous d'accord que juridiquement, ça ne vaut pas grand-chose, que l'assignation sur EO-FIN, les actes sur EO-FIN en général ne sont prévus par aucun texte, mais vous êtes sur des nullités de forme, et devant le juge, vous devrez prouver le grief, et vous direz, vous avez bien été informé par un autre acte sur EO-FIN de la bonne date. Du coup, pas de grief. Donc l'idée est vraiment concentrée sur ce point-là. Et une dernière observation à Paris, donc on a eu la même question pour le greffier qui refuse le placement, ils sont tous gênés. Et l'autre problème pratique, c'est des questions pratiques, de refus qu'ils indiquaient, c'est si vous changez les parties, parce qu'effectivement, c'est plus eux qui rentrent les parties. Donc si vous modifiez les parties, ils rejettent, ce qui est un problème. Voilà. Mais en tout cas, sur EO-FIN, on est d'accord que ça vaut, il n'y a pas de jurisprudence de la Cour de cassation, mais c'est juste en fait une rustine pour valider, pour corriger une nullité de forme et pour empêcher que devant le juge, on vous dit qu'il y a un grief sur la date qui était inexacte. Mais merci à notre confrère Charles Simon pour ces précisions. Nous allons tous courir lire son article dès qu'il sera sorti. Mon collègue co-modérateur a une question, je crois, sur le délai de quinzaine. Oui, et alors avant, il y a une question, il y a pas mal de questions qui sont posées sur Internet. Alors, ces questions seront transmises aux intervenants, à chacun des intervenants concernés, et chacun des intervenants répondra sur le réseau également pour que tout le monde soit au courant, parce qu'on ne peut pas les poser toutes. Une question simplement pratique sur le délai de 15 jours. J'ai une date pour assigner le 17 décembre, aujourd'hui. Donc le délai de 15 jours, c'est bien un délai à rebours, et il faut donc 15 jours réels, complets, avant le 17 décembre, c'est-à-dire le premier jour, c'est le 2 décembre, donc je dois assigner je dois mettre en rôle, pardon, le 1er décembre. Hein. Et puis il n'y a pas de samedi, jour férié qui compte. Je ne peux pas l'allonger, je ne peux pas le... Et non, parce qu'il faut qu'il y ait 15 jours. Donc si le 1er décembre tombe un dimanche, il faut que je le fasse le vendredi. Je ne peux pas le faire... Encore qu'on le fait par RPVA. Donc le RPVA peut fonctionner le dimanche. Donc, oui, donc même, oui, on peut le faire le dimanche éventuellement. Frédéric Cuif a, je crois, une précision à donner. Excuse-moi, justement, sur cette question, effectivement, des caducités et des délais sur lesquels, je voulais juste revenir, peut-être pour la précision, sur un arrêt, semble-t-il important, de la Cour de cassation de la deuxième chambre civile du 25 juin 2020, qui nous précise que le moyen de caducité est exclu des domaines des fins de non-recevoir d'ordre public. Ce qui, pour moi, induit que pour toutes les formalités à peine de caducité, on peut aussi avoir de la souplesse de la part du juge, qui n'est pas tenu de prononcer une caducité quand, effectivement, il estime... oui, je suis... Pardon, effectivement. Mais effectivement, je pense que c'est un arrêt qui est intéressant, parce que tous les moyens de caducité sont maintenant, effectivement, exclus des fins de non-recevoir d'ordre public. Voilà. Mais dans tous les cas, il demeure libre de ne pas la prononcer. Alors, on en a parlé avec Aude hier, puisqu'on a eu connaissance, découvert cette décision absolument extraordinaire d'un de mes collègues qui prononce la caducité. Faire de la procédure pour de la procédure en première instance, c'est qu'on n'a rien compris. Je vais être très... Pardon. C'est que quand même, on oublie qu'il y a des contraintes de greffe derrière, parce que rendre une ordonnance de caducité, il faut... et puis on sait que les parties vont réassigner, donc c'est reculer pour mieux sauter. La caducité, ça peut être un jeu procédural entre les parties, mais je ne suis pas certaine que ça ait un intérêt, sauf si on veut protéger le travail du greffe. Ça n'a pas d'intérêt sinon pour le juge de le soulever d'office. Si le magistrat se rend compte qu'il y a que les avocats ne jouent pas le jeu et que ça met en tension son greffe, à ce moment-là, il peut siffler la fin de la récréation et être amené à prendre des ordonnances de caducité parce qu'il l'a relevé d'office pour rappeler qu'il y a 15 jours et que c'est exceptionnel qu'on ne respecte pas ce délai de 15 jours. Mais le faire s'il n'y a pas de nécessité de service, je trouve que c'est pas très... voilà, ça... Bon. Pour terminer... Une question dans ça. Oui. C'est bon. Oui. Monsieur le professeur Roger, une question.
C'était simplement une observation par rapport au fait qu'on a beaucoup parlé de l'écoulement du temps. Se pose aussi, moi j'ai quelques remontées sur le problème dans l'espace aussi, c'est-à-dire d'interrogation qui consiste à savoir si le fait d'avoir pris cette date avec un projet d'assignation serait une manifestation suffisante dans un contexte européen ou international de volonté de saisir les juridictions françaises, évidemment dans une perspective de litispendance internationale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me paraît trop peu à ce stade-là pour dire qu'on peut de cette manière-là fixer la compétence juridictionnelle en France. Alors, avec Bruxelles 1 bis, on a des datations qui sont assez précises sur ces saisines, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que moi, ça me paraît insuffisant. Mais je sais que la question commence à se poser, en disant, est-ce qu'en prenant la date, j'ai manifesté suffisamment avec mon projet d'assignation ma volonté de saisir les juridictions françaises et donc court-circuiter une instance à l'étranger ce faisant? Alors, je vous avoue qu'on n'a pas creusé dans cette perspective-là. Cela dit, j'aurais tendance à vous dire que comme il ne s'agit que d'un projet qu'on dépose, j'aurais tendance à vous dire que non. Aussi, ouais. Enfin, maintenant, effectivement, ça mérite d'être creusé davantage. Donc, on se fera un plaisir de revenir vers vous à l'issue. Non, mais moi, j'ai la même interprétation que vous. Là, je Si voulais on trouve vous en quelque faire chose part. de pertinent. Alors, moi, j'aimerais intervenir sur la prise de date, sur un sujet qui est un sujet magistrat. La prise de date dans les affaires de divorce pose, à mon avis, des problématiques pour les magistrats, qui est la problématique du choix du juge. Puisque, à l'heure actuelle, alors je ne sais pas ce qu'en pensent les avocats, à l'heure actuelle, les audiences d'orientation avec mesures provisoires ont été copiées-collées sur les ordonnances de non-conciliation. Et donc, les avocats prennent des dates pour ce qui était avant les audiences de conciliation. Dans les grosses juridictions, ils ont la possibilité, par ce biais, de choisir le juge devant lequel ils vont aller, et dans la mesure où ils savent très bien que, quand ils ont un peu l'habitude, que Madame Truc, c'est le lundi matin qu'elle fait ses audiences d'orientation et de mesures provisoires, que Monsieur Bidule, c'est le mardi après-midi, etc. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tant que magistrat, je trouve que c'est une très grosse problématique aujourd'hui, de mon point de vue. Oui. C'est du forum shopping interne, en quelque sorte, Exactement. au sein d'une même juridiction. Alors, qui ne se pose pas au civil, parce qu'on est dans une audience d'orientation qui est l'ancienne conférence du président, qui se pose rarement en GEX, parce que souvent, il y a un GEX ou deux, et souvent ils font l'un le GEX mobilier, l'autre le GEXI, sauf dans des très grosses juridictions. Mais dès qu'il y a plus de 2 juges aux affaires familiales, ce qui est le cas dans de très nombreuses juridictions, voire même la quasi-totalité des juridictions, eh bien, il y a une vraie problématique de forum shopping. Oui, et qui peut être accentuée par ce que vous disiez tout à l'heure sur les demandes liquidatives, c'est-à-dire qu'on sait très bien que certains de vos collègues ont une appétence plus ou moins prononcée pour la liquidation de régime matrimonial. Donc si en plus, avec le nouvel article 1116 du Code de procédure civile, on a des demandes liquidatives qui sont faites, ça peut avoir une vraie incidence technique ensuite sur l'évolution du litige. Oui. Une dernière question là, pour terminer sur ce thème. Absolument la dernière. On nous demande un avis là, par Internet, Maître Le Colter, qui nous dit, en pratique, du point de vue des magistrats et des greffes, la prise de date est-elle un progrès et un vrai gain de temps, malgré le temps devant être consacré par le greffe à la fourniture de la date, puis par la juridiction aux sanctions de mise au rôle tardive? Oui ou non? Alors, la prise de date, quand on est sur le RPVA, enfin pour vous, Ibarro, il y a un gain de temps certain, et ça permet surtout de pouvoir contingenter les audiences. Parce qu'on définit un nombre d'affaires par audience, de référés, et on sait qu'on n'en aura pas 100 à l'audience de référé, mais on en aura 50 à l'audience de référé, puis après on gère nos renvois, par exemple. Au niveau du civil fond, c'est à peu près la même chose, même si ça pose, à mon avis, moins de problèmes.
À l'heure actuelle, la prise de date, elle n'est pas effective par les modules IBARO, enfin par la communication électronique pour les anciens contentieux du tribunal d'instance et contentieux JCP. Et donc il y a un travail absolument très important du greffe, puisqu'on est sur une adresse mail dédiée, et donc il y a un greffier qui s'occupe de donner des dates. Donc ça c'est terrible, terriblement chronophage pour le greffier en question, mais ça devrait pouvoir évoluer assez. Enfin, moi, je suis toujours très optimiste. Les anciens tribunaux d'instance ont changé de logiciel informatique. Vous ne le savez pas, parce que ça, c'est de la cuisine interne. Ils étaient sur un très vieux logiciel informatique spécifique au TI, et grâce à la fusion, ils ont accès maintenant à Wincy TGI, donc de notre côté, c'est comme ça qu'il s'appelle. Encore faut-il que la bascule ait été faite, ce qui ne s'est pas fait dans toutes les juridictions, parce que ça veut dire qu'on fonctionne avec 2 systèmes informatiques, parce que bien sûr on ne reprend pas les anciens dossiers, donc, et qu'on n'a pas de petite moulinette pour passer les anciens dossiers du vieux logiciel sur le nouveau logiciel. Mais à terme, on aura toutes les fonctionnalités de la communication électronique, et donc on aura du temps de greffier qui sera épargné par la prise de date, avec cette possibilité dans des contentieux de masse de lisser les audiences. Donc je dirais que c'est plutôt mieux. Et puis alors après, il y a toute la saisie qui est faite par les avocats des parties et qui n'est pas faite par les greffiers. Donc je dirais qu'à terme, ce sera mieux du côté juridiction. D'accord. Merci pour cette réponse complète. Je laisse 15 secondes à Frédéric Kieffer, président d'honneur de la PPE. Oui, Frédéric Kieffer, c'est juste une question pratique. Début de question. Vous avez fait la démarche pour obtenir une date, elle vous a été communiquée. Donc vous avez pris rang quelque part. Et puis, un accord intervient entre les parties avant que l'assignation soit mise au rôle. Comment avertir le greffe pour libérer cette place ? Mais ce n'est pas possible. Voilà une question altruiste. On n'est pas du tout outillé pour pouvoir gérer ce genre de choses, alors qu'on le souhaiterait, bien évidemment. Parce que je me souviens, à la sortie de la pandémie, on a contingenté les affaires parce qu'on ne pouvait pas prendre trop d'affaires. En plus, il y avait des problèmes de présence dans la salle. Et dans l'idéal, on aurait souhaité récupérer les dates, mais ce n'était pas possible. On n'a pas les nécessaires pour pouvoir être à ce point précis. Donc, Moi, la je fais quand date même un éventuellement libérée est perdue.